Au mois d'octobre suivant, au lieu de quitter l'école, Fouroulou décida d'y retourner pour préparer le concours des bourses. Dans son fort intérieur, il savait qu'il serait plus utile à la maison comme berger, mais ses camarades du certificat n'abandonnant pas l'école, il ne pouvait faire autrement que de les imiter. Et puis, les seuls animaux étaient la chèvre et son petit. Cette chèvre n'avait pas besoin d'un gardien spécial. On l'avait intégrée au troupeau du village. Tous les 30 ou 40 jours, il pourrait s'absenter une demi-journée pour mener paître aux Meshmel, les habitués de ce troupeau. Après quoi, elle serait tranquille jusqu'à ce que son tour revînt. À la maison, la chèvre n'est guère difficile à nourrir. Un petit sac de feuilles de chêne en été, quelques brassées d'herbe au printemps, un fagot de rameaux d'olivier ou de chêne-liège en hiver, une botte de fourrage, quand on en a. Si avec tout cela Fouroulou et son frère n'ont pas du couscous au lait à volonté, on pourra dire qu'elle est ingrate. Il est certain que les bergers se livrent à d'autres occupations que la garde de leurs animaux. Ils surveillent les propriétés, cherchent du bois, ramassent les olives et les figues selon les saisons. Mais Fouroulou n'a pas deux grandes sœurs pour rien. Il peut aller à l'école sans déranger personne. Sa mère et ses sœurs se chargent des travaux des champs. Son père envoie assez régulièrement les 150 ou 200 francs nécessaires pour acheter de l'orge. Son oncle Lounis fait venir des marchés ce dont on a besoin. Ce n'est qu'à la maison des olives qu'il envie un peu ceux qui ont quitté l'école. Les grives et les étourneaux s'abattent par milliers sur les olivettes. Pendant que les hommes se hâtent de gauler les fruits, les femmes de les ramasser, les ânes de les charrier, les bergers, eux, se livrent passionnément à la chasse. De grands espaces sont envahis de lacets. Chacun en place 200, 300 ou même 500. Les garçons partent le matin par un froid glacial, changer les appâts, de belles olives brillantes. Puis ils se rassemblent par groupes sous de gros oliviers sur une colline voisine d'où l'on peut surveiller les pièges. Ils allument du feu pour réchauffer leurs pieds et leurs doigts et attendent fiévreusement le moment pour faire leur ronde. Pendant les jours de congé, Fouroulou a connu lui aussi ses attentes palpitantes et pleines d'espoir. Les gamins en perdent l'appétit et ne sentent ni le froid, ni la pluie, ni les épines. Lorsqu'ils voient un étourneau s'arc-bouter au bâton flexible, enfoncé dans le sol et tiré sur la ficelle, ils sont payés de leur fatigue. On égorge les oiseaux, on les plume, on en remplit les capuchons, puis on rapporte vivants ceux de la dernière visite du soir. Devant l'école, si par hasard les élèves viennent de sortir, les bergers vont à leur rencontre pour leur en faire envier leur sort. Fouroulou a essayé plus d'une fois de mettre des lacets dans son champ. On les lui vole quand il est en classe. Sa colère atteint le comble lorsqu'il constate en même temps la disparition du lacet et de la grive capturée. Il se venge en souhaitant de tout son cœur le départ de ces oiseaux migrateurs, un terme qu'il explique complaisamment à tout le monde, et attend avec impatience le mois de mars qui marque la fin de la chasse et de la campagne d'olives. Ayant sacrifié ses plaisirs pour l'étude, il ne lui restait plus qu'à réussir au concours. C'est ce qu'il fit brillamment. Le sujet de la rédaction lui allait bien. Votre père, ouvrier en France, est ignorant. Il vous parle des difficultés qu'il y rencontre, ceux qui ne savent ni lire ni écrire, de ses regrets de n'être pas instruits, de l'utilité de l'instruction. Son père, étant justement dans ce cas, il put imaginer son embarras quand il faisait son marché, quand il cherchait du travail, quand un contremaître lui donnait un ordre. Il put le supposer s'égarant dans un métro ou une rue.
Il lui reconnut l'impossibilité de garder les secrets de famille, puisqu'il devait faire écrire ses lettres par d'autres. Bref, les idées ne manquaient pas. Il fit une bonne rédaction. Quant au problème, tout le monde avait confiance en lui. C'était sa matière préférée. Il brilla à l'oral et revint chez lui sûr d'avoir réussi. Il pensait déjà à la belle phrase pour annoncer son succès à son père. Mais cette fois, il n'eut pas à l'envoyer. Sa joie fut de courte durée. Amar, un jeune homme du village, venait d'arriver de Paris et apportait, lui, de mauvaises nouvelles. Il rencontra Fouroulou près du café, et comme le garçon lui embrassait la main pour lui demander la bienvenue, pour lui souhaiter la bienvenue, il prit un air triste et dit : « Tu viens me demander si j'ai vu ton père ? Oui, ne t'inquiète pas, je l'ai vu. Va me chercher ta mère. J'ai une commission pour vous. Il t'a remis une lettre ? Donne-la-moi. Elle est dans ma poche. Que ta mère vienne d'abord, dépêche-toi. La mère arrive en toute hâte. Nana Fatma, dit l'homme, tes enfants ont de la chance. Renouvelle ton offrande à la Kouba du village. Ton mari a failli mourir. Maintenant, il est sauvé, n'aie aucune crainte. La femme et son fils devinrent pâles. Que lui est-il arrivé ? Dis-tu la vérité ? S'il est mort ou en danger, inutile de le cacher, je suis courageuse. Il y a 2 mois qu'il n'a pas écrit. Mais non, je te dis qu'il est guéri. C'est un tombereau qui l'a blessé à l'usine. Il a été hospitalisé. Bientôt, il reprendra son travail. Tiens, voici 200 francs qu'il vous envoie. Il est encore à l'hôpital ? Il était sur le point d'en partir la semaine dernière. Et l'argent, il l'avait sur lui ? Oh, il m'a dit de vous remettre 200 francs. Les voilà. Je peux vous en donner davantage si vous voulez. Voici la lettre, Fouroulou. Il vous dit de vivre en paix avec tous vos voisins. Oui, ne vous inquiétez pas pour lui. Il a souffert, mais il guérira. Dieu n'a pas voulu priver tes enfants de leur père. La mère et l'enfant rentrent tristement chez eux. Lorsque les sœurs arrivent du champ, tout le monde se rassemble autour du canoun. L'angoisse se lit sur tous les visages. Fatma, de temps en temps, essuie ses yeux avec un pan de sa fouta. On pleure silencieusement, car il faut cacher ce malheur aux voisins. L'oncle Lounis rentre le soir. Il a appris la nouvelle avec beaucoup de détails. Il veut rassurer les enfants. Il n'est guère rassuré lui-même. Est-ce plus grave que ne l'a dit Amar ? Peut-être a-t-il caché quelque chose. La mère supplie Lounis de dire ce qu'il sait. Lounis jure que l'état de son frère ne l'inquiète pas. Il veut emmener les 2 garçons souper chez lui. Fatma refuse. Il sort mécontent. Chacun est triste et irritable. Le désespoir étreint toutes les gorges. La lettre ne contient rien de bon. Des recommandations laconiques. Je vous envoie 200 francs. Tâchez de les faire durer. Je n'enverrai rien d'ici quelques mois. Si vous manquez d'argent, vendez la chèvre et un arbre. Le lendemain, à l'école, le maître, commentant un résumé de morale, dit à peu près ceci. L'enfance, c'est l'âge heureux. Vous, écoliers, vous n'avez d'autre préoccupation que de vous instruire ou de vous amuser. Vous avez le sommeil tranquille, vous ne pensez à rien.
Quelquefois, votre père passe toute une nuit sans dormir, tourmenté par toutes sortes de difficultés. Il pense à ses enfants, aux créanciers qui le tracassent, aux écouphènes vides. Vous êtes insouciant, vous ne connaissez aucun de ces tourments. C'est faux, pensait Fouroulou, pendant que son maître parlait. Il avait envie de le lui dire. Non, les enfants sont plus sensibles que cela. Ils partagent les misères de leurs parents. Bientôt, les nouvelles les plus extravagantes circulèrent sur le comte de Ramdan, plongeant dans la détresse la malheureuse famille. On l'aurait amputé d'une jambe, peut-être des deux. Certains disaient qu'il était aveugle, d'autres enfin qu'il était mort. Nounis alla à Tizi Ouzou et envoya un télégramme avec réponse payée au patron de l'hôtel où logeait son frère. Le télégramme revint. Une lettre le suivait de près. Un Français ne peut mentir. On finit par se rassurer.